Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Crochet et vous. J'espère que vous allez très bien. Pour cet épisode numéro 81, je me lance. Grande nouvelle. Beaucoup de personnes me disent c'est dommage, on t'entend mais on ne te voit pas. On n'arrive pas à se concentrer sur la vidéo quand on ne voit pas la personne de l'autre côté. Tout le monde fait ça sur YouTube. Alors c'est parti, vous allez me retrouver tout de suite dans un petit coin de la vidéo des épisodes à venir et ça dès maintenant. Bonjour. Alors, le souci, c'est que je ne peux plus faire ce podcast décoiffé, en pyjama, avec ma tasse de thé à côté que je bois toutes les 5 minutes. Il va falloir que je sois un peu plus présentable, mais je pense que je devrais y arriver. Au programme de cet épisode, on reçoit Gouy Lamy qui nous présente son livre Gloutonville qui est vraiment très très chouette. Il y a aussi le tirage au sort du kit My Woolies qui était à gagner. On va voir Jimmy, on va voir Debo. Je vais vous parler d'un nouveau concours de dessin. Voilà, il y a plein de petites choses qui se passent comme d'habitude. Et on va commencer tout de suite avec l'actu de ce podcast. Continuons avec une autre news. Comme vous le savez peut-être si vous me suivez depuis un petit moment, je réalise des concours de dessin en collaboration avec la marque DMC. Et il y a déjà eu 2 concours de dessin. Le premier, c'était avec le monstre Théo. Le deuxième, c'était avec le monstre Rudy. Et cette fois-ci, le concours de dessin sera sur le thème des robots. Habituellement, il n'est ouvert qu'aux personnes qui vivent sur Pélussin, donc à côté de chez moi, et qui peuvent participer en déposant directement leur dessin dans une boîte qui est créée spécialement pour l'occasion. Cette fois-ci, j'ouvre le concours à la France entière. Ça veut dire que si vous avez des enfants dans votre entourage, des adolescents, et que vous souhaitez les faire participer, l'idée est simple, il leur suffit de réaliser un dessin d'un robot et de l'envoyer au Café Boutchou. Donc je vous mets la fiche et vous verrez toutes les informations dessus. Il y a l'adresse à laquelle l'envoyer. Il faut mettre son prénom, son adresse mail et son adresse pour pouvoir recevoir le robot, puisque l'idée c'est que je le crochette ensuite et que l'enfant le reçoive chez lui. En principe, ils sont très très contents et j'en profite en collaboration avec Lise Magazine pour mettre un tuto de ce robot dans le magazine. Ainsi, les enfants peuvent aussi voir leur robot ou leur monstre, du coup, pour les éditions précédentes diffusées dans le magazine, ce qui est très chouette pour eux. Et vous, en tant que créatrice, vous pouvez, si vous le souhaitez, créer également ces petits monstres et robots. Donc voilà, c'est lancé, ça se lance le 17 novembre et c'est jusqu'au 21 décembre. Donc de quoi avoir le temps de créer son robot et de l'envoyer. J'espère qu'on va en recevoir beaucoup. Si on en reçoit vraiment beaucoup, je pense que je choisirai 2 dessins et qu'il y aura 2 gagnants. Donc à vos crayons, enfin surtout aux crayons de vos enfants ou petits-enfants, et n'hésitez pas à m'envoyer vos robots. Je voudrais les originaux, puisque c'est plus facile après pour la diffusion d'images d'avoir le dessin original. Donc voilà la deuxième news de ce podcast. On continue avec Jimmy que l'on n'a pas vu depuis quelques temps dans ce podcast et qui a été demandé en commentaire sur YouTube où certains auditeurs et auditrices disent mais où est passé Jimmy? Alors eh bien Jimmy va vous expliquer tout de suite où il est passé. Bonjour à tous, ça fait déjà plusieurs semaines que vous ne m'avez pas vu dans le podcast et je réapparais comme par magie à nouveau. En fait, vous devez vous en douter, notamment au vu du décor qui m'entoure, j'ai déménagé, ce qui fait que je ne pouvais malheureusement pas tourner de vidéo pour le podcast. Et j'espère que vous ne m'en voulez pas trop et que les prochains épisodes à venir vont vous plaire. Donc pour cet épisode, je vais essayer de faire court. En fait, j'avais envie de vous parler du Sobacha de chez Kodama que nous avons reçu avec Aurélie il y a plusieurs semaines de cela. En fait, il s'agit d'une infusion de sarrasin grillé, donc essentiellement ce n'est que du sarrasin grillé. Et ce qui est amusant, c'est que le terme Sobacha, en fait, soba veut dire sarrasin et cha thé. Et donc finalement, c'est un thé de sarrasin et il est particulièrement agréable.
Notamment, comme vous devez vous en douter, là où je suis, il fait particulièrement chaud en ce moment. Et en fait, le sarrasin peut être infusé à froid, ce sarrasin grillé ou toasté, infusé à froid amène une boisson assez, comment dire, pyrogénée, assez légère et agréable à boire. Et inversement, lorsqu'il est infusé à chaud, il ramène des petites notes un peu grillées de pain, de noix. Et justement, ces notes sont assez réconfortantes, ce qui fait que cette infusion, elle est vraiment euh, elle joue sur deux tableaux différents, vraiment des notes très réconfortantes ou très, euh, on va dire, tonifiantes, même si ce n'est pas forcément le mot que j'aurais utilisé. Et c'est vraiment une infusion qui est particulièrement polyvalente. Et ce que je trouve particulièrement fascinant, c'est que ces graines, justement, elles sont comestibles, ce qui fait qu'une fois infusées, on peut utiliser les graines issues de l'infusion pour aller pimper nos salades. Et actuellement, je mange beaucoup de salades. Et ce qui est amusant, c'est que j'en mets absolument partout et que c'est particulièrement bon. Et de même, lorsque l'on regarde l'infusion, elle est ambrée, elle est assez jolie. Et en plus, elle est merveilleusement toastée. C'est vraiment un régal. Donc, si vous avez l'opportunité de tester une infusion de sobacha, je ne peux que vous le recommander. D'un point de vue crochet ou histoire, aujourd'hui, je vais faire plutôt court. Mais je voulais vous donner un petit indice sur ce que je vais présenter d'un point de vue crochet d'ici une semaine ou deux, avec ces couleurs-là qui font très fête de fin d'année. Donc ce fil rouge et vert et ces fils métalliques dorés et argentés. Et je vous laisse essayer de deviner pour les prochains épisodes quel petit projet je vais vous présenter. Un petit indice, c'est en lien avec Noël, mais je pense que vous devez vous en douter déjà. En tout cas, merci d'être toujours présent pour écouter ma rubrique et de ne potentiellement pas avoir sauté par-dessus celle-ci. Et j'espère vous retrouver pour plein de nouveaux épisodes autour du thé, notamment une merveilleuse infusion de sarrasin et autour de petites histoires sur le crochet. Je vous dis à très vite et passez une belle journée. Au revoir. J'adore Jimmy. Merci de ne pas avoir sauté ma rubrique. Oui, merci de ne pas sauter certaines rubriques. Elles nous prennent beaucoup de temps. Donc voilà la rubrique de Jimmy. Alors, il me semble que dans les épisodes précédents, tu nous as montré un pull qui est très très beau et qui est fait en crochet brioche, si je ne dis pas de bêtises. Mais est-ce que c'est ça qu'on doit deviner ou est-ce que tu fabriques quelque chose d'autre à côté? Je dirais peut-être une boule de Noël, pourquoi pas? Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? À votre avis, qu'est-ce que Jimmy nous prépare en crochet? Vous pouvez mettre votre commentaire avec l'idée que vous avez. En ce qui concerne le thé, eh bien, je trouve ça très intéressant de pouvoir infuser son thé ou sa tisane et de pouvoir ensuite réutiliser ce qui a été infusé pour le mettre par exemple dans une salade. Donc ça, c'est vraiment une bonne idée de la part de Kodama, que l'on remercie de nous avoir envoyé ce thé et de nous l'avoir fait tester. On va tout de suite continuer avec la présentation du livre de notre invité du jour, qui est Guilamy et qui a rédigé le livre Bienvenue à Gloutonville que j'ai juste ici. Je vous le présente tout de suite. Donc, Bienvenue à Gloutonville est édité aux éditions Marabout et il est à 17,90 €. Et vous allez voir, c'est un livre qui est très sympa avec toute, on va dire, une communauté de villageois, d'habitants de Gloutonville qui est vraiment, qui sort de l'ordinaire, on dirait qui sort tout droit d'une BD. Donc j'ai bien aimé ce sommaire avec cette présentation avec tous les personnages et on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec chaque personnage qui a une histoire. Vous avez le matériel, les couleurs et ensuite des tutos très très détaillés. Vraiment, il y a des photos par dizaines, il y a plein d'explications. Donc les personnages peuvent sembler peut-être un peu compliqués quand on les regarde comme ça, mais vous avez vraiment toutes les explications, donc il ne faut pas hésiter à se lancer avec plein de petites techniques assez intéressantes. Donc voilà comment se présente le livre, et ensuite vous avez vraiment ce qu'il faut en termes de personnages, de couleurs,
Vraiment un livre très complet. Et vous avez à la fin le cahier technique. Alors vous avez ici le QR code de la chaîne de Guilamy qui vous explique plus en détail certaines techniques. Et puis vous avez donc le matériel, ça se trouve à la fin. Alors en principe, nous on les a au début, mais là sur Marabout, c'est plutôt à la fin. Vous avez toutes les techniques pour qu'on connaît, la bride, la demi-bride. Mais ça va un petit peu plus loin. Vous avez aussi des points spéciaux. Et ce que j'ai trouvé très bien, c'est aussi les points de broderie. Alors ça, c'est pas mal du tout parce que c'est pas toujours évident pour nous, crocheteuses et crocheteurs, de broder. Donc il y a vraiment toutes les explications. C'est un livre qui est très complet. Et il me semble, Débo, que tu t'es lancée sur les deux sœurs Kate et Dasha, enfin en tout cas que tu t'es imprégnée de l'idée pour réaliser un tuto toi aussi. Coucou Aurélie! Et oui, mon cours de la semaine, c'est un modèle de Gloutonville. Et du coup, moi, j'ai attaqué Kate et Dasha, les sœurs ensorceleuses. Alors, pour tout vous avouer, en fait, j'essaye de me faire moi à partir de ce modèle-là, parce que je trouvais que, bah, notamment la grosse doudoune, bah, moi, j'ai des grosses doudounes pour cet hiver. Donc, du coup, je me suis dit: «Ah mais pourquoi pas changer un peu les couleurs et personnaliser mon personnage pour me faire au crochet?» Et malheureusement, bah, avec le rush de Noël, là, c'est mon cours, mais du coup, il est toujours en cours. Tu peux montrer la petite photo si tu veux, aux auditeurs. Malheureusement, je n'ai pas du tout fini parce que comme vous pouvez voir, c'est des gros, gros modèles et du coup, ben, je n'ai pas encore, de cheveux, et cetera. Il me manque un bras. Donc, voilà, je suis, en train de le faire et du coup, je peux quand même de vous donner, bah, mon avis sur ce livre-là. Alors, l'autre fois, dans ton podcast, tu parlais, est-ce que le crochet pouvait être un art? Ben, j'avoue, moi, ce livre-là, le designer Guillaume, eh ben, oui, c'est un artiste, en fait. C'est vraiment des modèles, qu'on ne voit pas ailleurs. Il y a beaucoup de couleurs, de détails. Voilà, en fait, on pourrait même juste acheter le livre, pour le plaisir des yeux, même si on ne fait pas de crochet, parce que, voilà, c'est vraiment un univers. On se plonge dedans et voilà, les petits détails sur les pizzas, sur les bras avec les petits poils. Voilà, en fait, c'est vraiment, je moi, je le trouve vraiment exceptionnel, ce livre-là. Alors, pour ces choses-là, je ne le conseillerais peut-être pas à un débutant. Parce qu'en plus, comme vous pouvez voir, c'est de grosses poupées, ça prend du temps, donc ça pourrait peut-être décourager et surtout si on souhaite, que ça ressemble vraiment, il faut, vraiment s'appliquer, prendre son temps, donc voilà. Mais par contre, pour les autres crocheteuses, que ça fait un peu du temps qu'on qui crochettent, c'est vraiment moi, je trouve, ça sort un peu de notre zone de confort. On fait quelque chose de nouveau, vraiment, c'est de la nouveauté, c'est moderne et après, peut-être ça ne peut ne pas plaire à tout le monde parce que voilà, ça a un vrai style, on il y a une vraie patte. Mais vraiment ça moi, en tout cas quand j'ai commencé, notamment, bah, voilà le pantalon, les choses en fait, j'ai fait des choses que je vois pas ailleurs et du coup ça, c'est vraiment chouette. Et le 2e point, c'est que, bah, du coup, c'est super bien expliqué. Alors, il y a des photos, c'est très bien détaillé et je sais pas, j'ai eu cette impression que c'était un ami qui m'expliquait le patron. Je sais pas, je le trouve chaleureux, comment c'est écrit. Vraiment, je sais pas, c'est des petites phrases par-ci par-là et vraiment, j'ai pas du tout de mal à suivre le patron, au contraire et oui, je passe un bon moment donc voilà. Vraiment, bravo pour, ce joli livre, que moi, franchement, un coup de cœur parce que voilà, moi Guillaume, le designer, j'avais vu par-ci par-là déjà un peu ses poupées, tout de suite je me suis dit: «Waouh, c'est vraiment détaillé» et de pouvoir, bah, voir un livre tout entier dessus, bah, c'est vraiment chouette et je pense que ça peut vraiment plaire à des gens qui veulent tester de nouvelles choses et faire de belles poupées, en plus, comme je disais, moi, je vais personnaliser pour que ça me ressemble, mais je pense que, voilà, on peut représenter de son entourage aussi, mais d'une manière, ouais, un peu plus artistique, du coup et je trouve un peu décalé, et c'est ça qui est sympa, du coup. Donc voilà, j'espère que je vous ai un peu convaincu et hâte d'entendre l'interview, du coup et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, Débo, pour ton intervention dans le podcast. Eh bien, il est temps, je crois, d'accueillir notre invité du jour, qui est donc Guilamy et qui va nous parler de son livre et aussi de son univers crochet.
Alors aujourd'hui, nous recevons Guillaume, plus connu sous le nom de Guilamy, qui a récemment écrit le livre qu'on vous a présenté juste avant avec des beaux Bienvenue à Gloutonville et que nous accueillons dans ce podcast. Bienvenue à toi, Guilamy. Bonjour tout le monde et bonjour Aurélie. Merci de me recevoir sur ton podcast. J'espère que vous aurez du plaisir à découvrir un peu qui se cache derrière Guilamy. Mais oui, je suis sûre qu'on va apprendre plein de choses très intéressantes sur ton univers. Alors, pour commencer, j'aimerais revenir au tout début où tu racontes que c'est ta sœur qui t'a appris le crochet et j'aimerais savoir comment ce simple échantillon que tu as appris est devenu une vraie passion et a donné naissance à Guilamy. La passion du crochet pour moi est née pendant la pandémie. En fait, j'ai perdu mon emploi en 2020, comme beaucoup de gens. La pandémie a chamboulé ma vie et je me suis retrouvé rapidement devant rien. J'ai à ce moment-là décidé d'acheter un crochet et une petite balle de laine pour essayer de me garder occupé, de garder mon esprit occupé. Je crois que c'était en fait un désir de prendre soin un peu de ma santé mentale à ce moment-là. Euh, et rapidement, en fait, j'ai découvert l'univers de Picapo, de Cookie, de plein d'autres designers de crochets. Et quand j'ai compris, en fait, que le crochet pouvait être beaucoup plus que des granny squares ou des couvertures ou des sous-verts ou je ne sais quoi, quand j'ai découvert que le crochet pouvait être des personnages en 3 dimensions, ça m'a vraiment, vraiment allumé. Particulièrement Picapo, quand j'ai vu ses confections, je me suis dit, oh wow, ok, le crochet, ça peut être aussi incroyable et intéressant que ça. Et donc, j'ai voulu tout de suite essayer et je me suis acheté un livre qui ensuite m'a montré un peu les bases du crochet en 3 dimensions. Et c'est comme ça, finalement, que d'un premier échantillon que j'ai testé chez ma sœur en, je ne sais plus quoi, 2017 ou 2018, eh bien, quelques années plus tard, c'est devenu une réelle passion parce que soudainement, j'avais beaucoup de temps pour faire du crochet. Alors, à chaque jour, j'en faisais pendant plusieurs heures. Et rapidement, je suis devenu très à l'aise avec la méthode. Et c'est comme ça que la passion est née. Alors, tu as commencé, pas forcément avec les plus simples, puisqu'elles ont beaucoup de techniques dans la façon dont elles travaillent. Picapo et Cupcake, par exemple, on en parle beaucoup dans ce podcast. Si vous souhaitez en voir un peu plus sur Picapo, parce qu'on en parle quand même un petit peu moins que Cupcake, dans l'épisode numéro 54, vous pouvez retrouver la présentation de son livre Picapo 3, fait par Debo Créa. Et Cupcake, eh bien là, on a 2 épisodes, on l'a reçue en tant qu'invitée. C'est vraiment une créatrice que l'on adore. Surtout son dernier livre sur les monstres qui est absolument génial. Donc c'est vrai que ça nous parle beaucoup. Et justement, qu'est-ce qui t'a séduit dans leur univers et comment ces influences se traduisent-elles dans tes propres créations? Picapo et Cookie, en fait, ce sont des livres que j'ai découverts rapidement. Je faisais des recherches, comme je disais, en fait, quand j'ai découvert que le crochet pouvait être un animal en 3 dimensions, je me suis mis à faire des recherches et rapidement, Picapo m'est apparu comme étant une designer vraiment très unique. J'aimais beaucoup ses confections. Je trouvais que ça ressemblait en fait à rien de ce que je voyais. Je les trouvais plutôt élaborés. J'aimais beaucoup les détails qu'elle apportait à ses personnages et c'est vraiment ça qui m'a poussé à acheter ses livres. Donc, j'ai acheté Le Monde de Picapo 1 et 2 et c'est avec ça, finalement, que j'ai appris rapidement à faire les animaux. J'aimais vraiment son style, les détails, les couleurs aussi beaucoup. Je crois qu'à la base, c'est vraiment ça qui m'a accroché chez elle, les couleurs qu'elle utilise, plutôt des tons neutres au lieu de couleurs très, très vibrantes comme je voyais ailleurs avec des roses, ou des fuchsias ou des mauves. Elle utilisait plutôt des gris, des verts, des jaunes qui me parlaient beaucoup. Alors, c'est comme ça que Picapo m'a séduit dès le début.
Et Cookie, par la suite, aussi, je trouvais que ses confections étaient bien élaborées avec beaucoup de détails. Tous ces personnages me parlaient. Je les trouvais peut-être un peu plus, comment dire, enfantins, mais pas enfantins, mais peut-être destinés à un public un peu plus jeune, à des enfants plus jeunes. Et n'en ayant pas autour de moi, ben, c'est sûr que pour moi, c'était plutôt Pic-à-Pau qui m'a, comment dire, interpellé un peu plus. C'est vrai que Picapo et Coqueuil ont un style bien reconnaissable, exactement comme le tien finalement, puisque tes personnages ont un petit côté BD, un peu comme sorti d'un dessin animé ou d'une série décalée. Alors, comment tu as trouvé ce style? Est-ce que tu pars de croquis ou est-ce que ça se construit directement au crochet? Le style de bande dessinée qu'on retrouve dans Gloutonville, en fait, appartient à Granny's Crochet Hook. C'est vraiment le style de ces personnages sur lequel je me suis basé pour créer des nouveaux personnages. Donc son style est vraiment très distinctif par la forme des personnages, par la tête, par l'expression faciale, la broderie, tout ça. Donc, c'est vraiment à partir de son style à elle que je me suis basé pour élaborer de nouveaux personnages. Euh, des fois, les personnages se construisent par un croquis, effectivement, et d'autres fois par le désir d'élaborer un peu davantage un autre style de personnage qu'on avait déjà élaboré ensemble. Par exemple, Wilfred, le personnage du sauveteur cambrioleur, est né d'un désir que j'avais de transformer le personnage de Guillaume. Donc, je voulais garder en fait le corps, la forme du corps, et c'est ça qui m'a inspiré pour créer un nouveau personnage étant Wilfred. Souvent, moi, ce qui me vient en tête, c'est l'histoire du personnage. C'est vraiment ça qui est la première chose à laquelle je pense avant même de penser comment dire, à ce à quoi le personnage va ressembler. Je ne le vois pas nécessairement dans ma tête, mais j'ai définitivement une histoire en tête. Comme le maire de Gloutonville, c'était tout de suite important pour moi qu'il soit un peu inutile, entre guillemets, comme personnage et que sa femme soit vraiment la personne forte derrière lui. Et c'est comme ça, donc, que l'histoire s'est construite. Et par la suite, on a trouvé un peu le style, donc avec Kate de Granny's Crochet Hook. En fait, moi, j'ai fait des croquis très, très de base. Je dessine pas très bien à la base. Donc, je lui ai fait parvenir quelques dessins, quelques idées qu'elle a transformées. Et ensuite, comme ça, en partageant nos dessins, nos idées, les personnages se construisent. Donc, j'avais fait un premier croquis du maire qu'elle a amélioré par la suite. Et rapidement, on a trouvé les deux que les croquis ressemblaient un peu à Hercule Poirot. Donc, on a décidé que la femme du maire s'appellerait Agatha en honneur à Agatha Christie. Et donc, c'est vraiment comme ça que nos personnages naissent. Il y a toujours un petit côté humoristique derrière. Et ça, c'est vraiment l'histoire, d'abord, qui est créée. Et ensuite, le personnage qui est élaboré, comment dire, physiquement. Ce qui est très intéressant parce que du coup, tu adaptes leur style même vestimentaire, leur physique à leur histoire. Je reprends Le Maire et Agatha dont tu parles, puisque j'ai le livre entre les mains, qui sont juste ici. Et eh bien, c'est vrai qu'une fois qu'on a leur histoire, ça ressemble tout à fait à leur style, en fait. On voit ce maire qui a l'air un peu gauche, on va dire, qui est pas très dégourdi. Elle lui tient le bras, donc on sent qu'elle est derrière et qu'elle le soutient. Et son petit look à elle fait très british et fait très Agatha Christie, donc c'est très chouette. Donc tant que j'ai ce livre entre les mains, donc comme vous le voyez, c'est une ville qui est pleine de personnages qui sont hauts en couleur. Il y a 12 habitants, chacun a une personnalité et une histoire, comme tu nous l'expliquais. Et donc mes questions étaient comment tu les as imaginées, mais bon, tu y as un petit peu répondu dans la question précédente. Est-ce que certains sont inspirés de personnages réels ou c'est purement imaginaire? Et puis ce nom, Gloutonville, d'où t'est venue cette idée?
Les personnages de Gloutonville sont en fait purement imaginaires. Ils ne sont pas basés sur des gens que je connais. C'est sûr que certaines histoires qui m'inspirent souvent sont soit basées sur euh, des histoires peut-être que j'ai entendues par le passé ou complètement des nouvelles histoires qui me viennent en tête. Et une chose en amène une autre et l'histoire se crée autour de ces idées-là qu'on peut avoir. Souvent, c'est moi qui va apporter l'idée du personnage et c'est Kate qui va élaborer en fait le croquis du personnage et soit faire une première maquette au crochet et ensuite elle me donne ses notes. J'essaie la maquette moi-même, je change quelques formes, peut-être des fois, soit la forme du nez ou la grosseur du personnage ou peu importe, que je lui renvoie et comme ça, on s'envoie les choses et les personnages se construisent de cette façon-là. Le nom Gloutonville nous est venu en fait après avoir réalisé que nos personnages, beaucoup des histoires de nos personnages tournaient autour de nourriture, de la bouffe. Et on se disait que nos personnages avaient tendance à être plutôt gloutons en fait, qui aiment bien manger, c'est des bons vivants. Et je crois que c'est moi qui ai lancé l'idée Gloutonville. En fait, je crois que j'avais en tête un peu les triplettes de Belleville. Donc, c'était vraiment de faire comment dire, un anagramme entre Belleville, Glouton, Gloutonville. Et ça nous faisait bien rire. Et c'est comme ça que le nom est né. On ne pensait pas à la base que ce nom-là serait dans le livre nécessairement, mais notre éditrice chez Marabout aimait beaucoup ce nom-là et on a décidé de le garder. Donc, quand la maison d'édition m'a annoncé que le titre du livre serait Bienvenue à Gloutonville, je dois dire qu'on était très, très contents parce que c'était un nom, le nom du projet sur lequel on travaillait depuis longtemps. Et j'ai réalisé à ce moment-là à quel point, en fait, ce nom-là me tenait à cœur. Et oui, c'est normal que ça te tenait à cœur puisque ce titre fait aussi la personnalité de ce livre et c'est normal que ce soit quelque chose de très important pour toi. Tu mentionnes Kate et Dasha de Granny's Crochet Hook depuis le début de cette interview. Est-ce que tu peux nous dire comment est née cette collaboration et comment vous avez travaillé ensemble malgré la distance? La collaboration avec Kate de Granny's Crochet Hook a commencé quand son premier livre de crochet est sorti, celui qui s'appelle Lula. Lula et ses amis, je crois en français, Lula and her amigurumi friends. Ce livre-là est sorti en 2020. Donc, tout juste comme je commençais mon aventure de crochet, j'avais déjà trouvé pick-a-pau, cookie, j'avais commencé à faire du crochet et j'ai vu que ce livre-là sortait. Et ce qui m'a vraiment interpellé dans son univers, en fait, de un, c'était que c'était des humains. Et je trouvais ça très original d'avoir des personnages humanoïdes au lieu d'avoir des animaux. Et j'aimais vraiment beaucoup le style, donc j'ai fait des recherches. J'ai trouvé que c'était Kate et Dasha de Granny's Crochet Hook qui avaient élaboré ces personnages-là en collaboration avec une illustratrice qui s'appelle Nour. Et je suis entré en contact avec Kate sur Instagram, vraiment très simplement, en lui disant « Salut, j'aime ce que tu fais, bravo ». Et en fait, ce premier message a commencé une conversation qui finalement s'est continuée et se continue encore depuis plusieurs années. Alors, je me suis amusé avec son style à continuer à élaborer certains personnages. Et elle se trouvait à ce moment-là un peu à court d'idées et aimait la participation que j'apportais à son univers. Et on a décidé ensemble de créer des personnages qui nous étaient uniques à nous deux et de créer des patrons, donc à vendre sur Etsy. Et ensuite, j'ai développé mon propre site web pour vendre les patrons. Et c'est comme ça, de fil en aiguille, que notre collaboration a commencé. Ça, c'est le genre d'histoire que j'adore, puisque on envoie un petit message sur Instagram en disant ce que tu fais, c'est sympa. Et quelques années après, un livre sort en collaboration avec tout un univers crochet, un univers créatif qui est riche. Et ça, c'est vraiment génial.
Donc, on a déjà un petit peu parlé de tes personnages. Je reviens sur une question. Quand tu crées un nouveau personnage, tu pars plutôt d'une idée de personnalité, d'une fonction, comme le maire, le pizzaiolo, ou d'une envie technique. Alors, tu nous parlais du côté d'abord histoire qui se met en place et ensuite tu vas créer le côté, le corps et puis ensuite les vêtements. Mais du coup, je voulais qu'on aille un petit peu plus loin dans cette création de personnages puisqu'ils sont quand même très élaborés. L'idée de base d'un personnage arrive, comment dire, vraiment de façon unique. C'est pas toujours la même chose. C'est pas toujours une idée d'une personnalité ou nécessairement de la fonction du personnage, comme le maire. Vraiment, c'est l'idée d'une histoire. D'où vient ce personnage-là? Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi son passé? Qu'est-ce qui fait qu'il est unique? Je reviens à l'exemple de Wilfred. Rapidement, en le créant, je trouvais que je lui donnais un style un peu comme un nageur et je me suis dit, ah ben tiens, il pourrait être sauveteur. Mais juste sauveteur, je trouvais ça un peu plate. Donc, je me suis dit, ah, il y a la gueule aussi, en fait, d'un prisonnier. Donc, pourquoi pas? Ça pourrait être un ancien prisonnier qui devient sauveteur. Et pourquoi pas? Aucune idée comment nager. Donc, vraiment, les idées arrivent un peu, elles se construisent en fait au fur et à mesure que le personnage se construit. Donc, c'est rare qu'on ait une histoire déjà complètement établie avant de créer le personnage. On a une idée, on se dit, OK, ce serait tel ou tel personnage qui fait tel ou tel truc. Et une fois qu'on voit la tronche du personnage, ben souvent, l'idée de son histoire se poursuit, s'élabore. Et c'est vraiment fait en collaboration. Je ne fais jamais l'histoire au complet. Kate ne fait jamais l'histoire ou le personnage au complet. C'est vraiment à force de discuter, à force de blaguer ensemble. Les deux, on aime bien déconner puis rire. Alors, c'est comme ça que nos personnages naissent. Et je crois que c'est ce qui fait un peu aussi la beauté de notre collaboration et la beauté de nos personnages. C'est qu'ils n'ont pas une histoire faite nécessairement pour les enfants. C'est une histoire plutôt, plutôt tordue parfois. Donc, j'aime dire que c'est pour les adultes au cœur d'enfants, en fait. Voilà. Vous devez avoir de sacrées parties de rigolade en imaginant des idées complètement, des scénarios complètement farfelus en vous disant tiens, celui-là, ça va être un voleur, mais il sait pas nager, il va arriver en nageant. Enfin bref, ça doit être assez rigolo. Alors, et du coup, côté matériaux, tu recommandes souvent le fil de coton, ce qui est normal pour les amigurumis et pour ce type de personnage. Qu'est-ce qui te plaît exactement dans cette matière et comment tu choisis les différents coloris, puisque c'est quand même très très coloré. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que dans ton livre, tu ne mentionnais pas de marque précise. Est-ce que c'est un choix volontaire et peux-tu nous dire quelles sont tes marques de prédilection? Côté matériel, le coton était fortement suggéré par Pica-Pau dans ses livres. Et effectivement, après avoir fait plusieurs tests avec d'autres types de fils comme la laine de mouton ou l'acrylique ou bon, polyester et tout ça, les fibres organiques et pas organiques, le coton se trouve à vraiment être la meilleure fibre pour le crochet 3D. Parce qu'une fois qu'on construit nos modèles, en fait, les mailles serrées sont faits avec un crochet un peu plus petit que ce qui est suggéré sur la pelote de laine. Donc, en faisant nos mailles serrées avec un crochet plus petit, ça fait en sorte que le fil se tient vraiment très, très bien. Et c'est vraiment idéal pour un personnage pour qu'il puisse garder sa forme. Et en le rembourrant, la forme ne fait qu'en fait se solidifier. Et c'est vraiment en fait pour les personnages, pour ce qu'on fait avec le fil, avec le crochet. On n'a pas voulu mettre de marque précise de fil dans le livre parce que, ben, à la base, en fait, Kate et moi, les deux, on avait énormément de fils disponibles à la maison. Donc, on ne voulait pas nécessairement recevoir plus de matériel. On avait déjà amplement de fils pour construire nos personnages. Et on ne voulait pas non plus se sentir limité par une marque précise.
Donc, certains éditeurs vont préférer certaines marques de fils et on ne voulait pas être limité avec leur palette de couleurs ou avec le type de fil, donc la grosseur du fil aussi. Alors, on a décidé de simplement prendre ce qu'on avait sous la main et on voulait aussi encourager nos lecteurs et nos lectrices à faire la même chose. Donc, au lieu d'acheter du fil inutilement, de voir qu'est-ce qu'ils ont sous la main, de réutiliser ce qu'ils ont et d'encourager un peu, le recyclage des matériaux au lieu d'acheter encore et encore du matériel inutilement. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de ne pas mentionner de marque et de laisser libre aux gens de choisir qu'est-ce qu'ils veulent acheter, quels sont leurs fils préférés et d'utiliser ça simplement. Alors voilà une démarche qui est intéressante parce qu'elle a un côté très écolo. C'est vrai que des fois, on ne comprend pas toujours pourquoi les auteurs et autrices de livres ne mentionnent pas de marque parce qu'en tant que créateur, ça nous facilite grandement la tâche. Mais c'est vrai que ce côté aller plutôt farfouiller dans vos placards au lieu d'aller commander des pelotes, c'est vrai que c'est plutôt bien, même si on aime beaucoup commander des pelotes. Tu as récemment rejoint le Conseil des métiers d'art du Québec. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et comment s'est passée cette aventure? Le Conseil des métiers d'art du Québec, c'est une organisation qui regroupe tous les artisans de la province du Québec au Canada. Donc, que ce soit le travail du cuir, la joaillerie, que ce soit la peinture ou la sculpture, c'est tout ce qui a trait à l'artisanat. Les arts du fil, par contre, ne sont pas encore vraiment considérés comme un artisanat en soi, que ce soit le crochet ou le tricot. Donc, pour le Conseil des métiers d'art du Québec, je suis officiellement un sculpteur textile. Donc, je crois qu'ils ne savaient pas trop où mettre, dans quelle case je devais me retrouver. Alors, je crois qu'ils ont créé une case pour moi sous le nom de sculpteur textile. Cette organisation, en fait, permet aux artisans d'avoir une tribune. Donc, une fois par année, en fait, plus qu'une fois par année, mais à Montréal, précisément, une fois par année, il y a ce qu'on appelle le Salon des métiers d'art, qui est une grande foire où tous les artisans qui font partie du conseil se retrouvent pour vendre leurs produits, mettre de l'avant leur art. Et donc, cette année, en décembre, pour la toute première fois, je ferai donc partie du Salon des métiers d'art et je vais aller promouvoir Gloutonville et vendre mes confections, toutes les confections que j'ai faites pour le livre. Je vais aller les vendre là-bas au Salon des métiers d'art. Donc, c'est vraiment une belle tribune pour moi, particulièrement parce que mon art étant un peu marginal, ça m'offre la possibilité de me retrouver avec d'autres artisans et de pouvoir enfin partager mes confections. Eh ben c'est génial, un grand bravo. Et puis j'adore le terme sculpteur textile, c'est tout à fait ça. Justement, la semaine dernière, je publiais un podcast un petit peu philo sur est-ce que le crochet, c'est de l'artisanat ou de l'art, puisque ça peut être aussi de l'art selon la façon dont on crochette et la technique utilisée. Et du coup, un grand bravo à toi, puisque tu ouvres les portes de l'art au crochet et tu vas leur montrer un petit peu ce que tu sais faire. Donc c'est très très bien. Donc on l'entend un petit peu, hein, tu vis à Montréal et tu es trilingue, tu parles français, anglais et espagnol. Comment tu jongles avec toutes ces langues dans ta communication et est-ce que ça influence ta façon de créer? Je ne sais pas si le fait d'être trilingue influence nécessairement ma façon de créer. Être bilingue au Québec, c'est assez courant parce que, bon, vous savez, au Québec, on parle français d'abord, mais on est entouré d'anglais. Donc, l'anglais est assez couramment parlé, surtout à Montréal, particulièrement à Montréal, en fait. Donc, pour moi, l'anglais a fait partie de ma vie depuis mon enfance. Mes deux parents étaient complètement bilingues. On ne parlait pas l'anglais à la maison, mais souvent, on pouvait regarder des films en anglais ou la télévision en anglais ou même la radio. Donc, l'anglais a toujours fait partie de ma vie.
L'espagnol est venu un peu plus tard. J'ai appris l'espagnol un peu à l'école et aussi particulièrement en voyage. Donc, j'ai eu la chance pendant de longues années de voyager et de travailler à l'étranger. J'ai passé beaucoup de temps en Espagne, ce qui m'a permis d'assimiler l'espagnol. Donc, dans mes communications, au jour le jour, vraiment, c'est français à 99,9% et une toute petite partie en anglais, une encore plus petite partie en espagnol. L'espagnol, mes pratiques sur Instagram parce que j'ai beaucoup de followers qui sont soit d'Argentine ou d'Espagne ou d'Amérique latine en général. Donc, je peux communiquer directement avec eux en espagnol. Mais sinon, je ne crois pas que le fait de parler trois langues influence nécessairement ma façon de créer. Mes personnages sont qui ils sont, peu importe la langue que j'utilise, soit à la maison ou au travail ou avec mes amis. Très bien. Et du coup, eh bien, comment le crochet est-il perçu au Québec? Est-ce que c'est aussi populaire qu'en Europe? Parce qu'en Europe, ça commence vraiment à être de plus en plus développé. Donc, est-ce que tu vis la même chose de ton côté? Ça, c'est une très bonne question. Comment le crochet est perçu au Québec? Ben, je me pose encore cette question-là. Je ne sais pas comment le crochet est perçu au Québec. J'ai l'impression des fois que c'est perçu un peu comme, pas ringard, mais un peu comme un art perdu, un art qui était fait par nos grands-mères, même nos arrière-grands-mères. Je remarque souvent que c'est la génération la plus jeune, en fait, qui fait du crochet, ceux qui sont dans la jeune vingtaine, voire même les adolescents. Donc, j'ai l'impression que le crochet renaît un peu en ce moment. Que l'idée générale que les gens, soit dans la quarantaine ou dans la cinquantaine, euh, se disent en fait que le crochet, c'est du passé, c'est ce qu'ils voyaient leur mère, leur grand-mère et leur arrière-grand-mère faire. Donc, je crois que tranquillement, le crochet revient. Le crochet est perçu, que les gens, en fait, découvrent que le crochet peut être ce que je fais, du 3D, des animaux, des personnages. Donc, je crois que la perception est en train de changer un peu positivement. Donc, pas que je veux dire que le crochet est perçu négativement en ce moment, mais je crois que c'est le tricot à la base qui est le plus populaire. Donc, c'est ce que je remarque. Vraiment, le tricot est très, très, très populaire. Le crochet, un peu moins, mais tranquillement, on commence à avoir de plus en plus d'adeptes. Eh bien, c'est vrai. Et je trouve ça très surprenant. Des personnes qui ont entre 20 et 40 ans vont dire: «Oh, tu fais du crochet, c'est super, qu'est-ce que tu fabriques?» Alors que des personnes qui ont 60, 70 ans vont dire: «Oh là là, qu'est-ce que c'est vieux ce que tu fais, le crochet, c'est un truc de mémé.» Et je trouve ça assez dingue que ce soit l'inverse, que ce soit ces personnes plus âgées qui vont dire qu'on fait un truc un peu vieillot alors que les plus jeunes vont être interpellés et trouver ça génial. Donc on a la même chose de notre côté à nous. Alors dans ce podcast, on reçoit de plus en plus d'hommes. C'est vrai que moi j'aime bien inviter des hommes qui nous expliquent un peu leur vision du crochet. Comment toi, tu vis le fait d'évoluer dans un univers qui est encore très féminin? C'est vrai qu'il y a beaucoup de dames qui font du crochet et quand même un petit peu moins d'hommes. Je remarque aussi qu'il y a de plus en plus d'hommes adeptes de tricot, adeptes de crochet, et honnêtement, je trouve ça aussi vraiment très génial. Personnellement, je vis pas ça de façon, comment dire, particulière, d'évoluer dans un monde plutôt féminin. J'ai pas l'impression que c'est un problème ou quoi que ce soit. J'ai fait quelques festivals ici. Effectivement, les hommes sont plutôt rares, mais les femmes sont très, très encourageantes. Elles sont même contentes de voir que les hommes se décident à faire ce genre d'art. Et je trouve en fait que je suis le bienvenu. J'ai jamais senti que c'était, comment dire, réservé aux femmes ou quoi que ce soit. Puis à la base, pour moi, ça n'a pas vraiment d'importance. Je veux dire, je fais quelque chose que j'aime, je partage avec les gens une passion qui m'anime et que je sois un homme, une femme, peu importe, c'est pas important. Si vous aimez ce que je fais, tant mieux. Si vous aimez pas ce que je fais, tant pis. Puis voilà.
Le sexe derrière a vraiment aucune importance. Donc, j'espère que ce sera de moins en moins important. Je crois que ça l'est vraiment. Et comme je disais, avoir la quantité d'hommes qui font du tricot et du crochet de plus en plus, ben, c'est super encourageant. Et voilà, je trouve ça génial, moi aussi. Donc, go les hommes, allez-y, faites du crochet et faites du tricot. Voilà qui est dit. Allez-y, prenez vos crochets et vos aiguilles et au boulot. Pour terminer cette interview qui était très sympa, est-ce que tu peux nous donner un petit avant-goût de tes prochains projets, peut-être de nouveaux personnages ou même un deuxième livre? En ce moment, je n'ai pas de projet actuel au crochet. J'ai pas non plus de nouveaux personnages ou même un deuxième livre qui s'en vient. Pour l'instant, je vais profiter en fait des prochaines semaines, des prochains mois pour faire la promotion de Bienvenue à Gloutonville. Ça sort au Québec le 1er décembre, donc très très bientôt. Alors, je vais mettre mon énergie là-dessus et on verra pour la suite. J'ai pas de projet précis. Je veux pas non plus me forcer à créer quoi que ce soit. Je ne sens pas nécessairement l'obligation de le faire non plus. Donc, à voir. Pour l'instant, j'ai envie de prendre une petite pause de création pour aller plus vers la promotion pour le livre et voir ensuite qu'est-ce que la vie me réserve. Alors, surprise, on verra tous ensemble dans les prochains mois qu'est-ce qu'il y en est pour Guilamy et quelle en sera la suite pour Bienvenue à Gloutonville. Eh bien, c'est parfait. On restera branché pour savoir ce qui se passe et pouvoir diffuser l'info à nos auditeurs et auditrices. En tout cas, on te souhaite beaucoup de succès bien, au Québec pour la sortie de ton livre le 1er décembre. Et un grand, grand merci à toi d'avoir pris le temps de passer par le podcast pour nous expliquer un petit peu l'envers du décor de ce livre qui est très chouette. Est-ce que tu as un dernier petit mot de la fin pour les auditeurs et les auditrices du podcast? Mais merci à tous et à toutes de m'avoir écouté aujourd'hui. Ce fut un réel plaisir de partager un peu mon expérience avec vous. J'espère que le livre Bienvenue à Gloutonville vous plaira autant que j'ai eu de plaisir à le faire avec Kate. Donc, n'hésitez pas à me contacter si jamais vous avez des questions, des idées, des commentaires, des suggestions. Je suis complètement ouvert à tout ça. Et merci Aurélie pour l'invitation au podcast. J'espère vraiment que tu auras encore beaucoup de succès avec ton podcast. Et à tout bientôt. Merci. Eh bien ça, c'est très gentil. Merci beaucoup. Moi aussi, j'espère que ce podcast aura encore beaucoup de succès. Et puis, j'espère que ton livre également. On se tiendra au courant, en tout cas, des nouveautés à sortir du petit monde de Guilamy. Un grand merci à vous d'avoir regardé ce podcast, de l'avoir écouté. Dites-moi ce que vous pensez de cette nouvelle vidéo juste là en bas où vous voyez ma tête. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous plaît pas? Si ça vous plaît pas, je l'enlève dès le prochain épisode. Si ça vous plaît, eh bien je continue puisqu'il n'y a pas de problème, je me suis lancée, donc c'est parti. Le tirage au sort pour le kit My Woolies, je vous le mets juste maintenant en vidéo. C'est parti pour le tirage au sort pour gagner ce joli kit de My Woolies qui est vraiment très très sympa et que je présente dans le dernier épisode du podcast Crochez-vous, le numéro 80. On a ici tous les membres Tipeee qui participent d'office à tous les concours. Donc voilà, si vous êtes membre Tipeee, vous pouvez participer dans tous les cas à tous les concours. Même si vous ne participez pas sur Instagram, ça fonctionne aussi. Et on a ici tous les participants Instagram qui ont participé. Un grand, grand merci à vous pour votre participation. Je pense que celui ou celle qui va recevoir ce kit sera très content parce qu'il est vraiment très, très chouette. Donc, c'est parti pour le petit tirage au sort en live. On mélange, on mélange, on mélange. Et hop, j'en pioche un au hasard qui est
Déborah, c'est tellement drôle. C'est tellement drôle parce qu'à la base, c'est Déborah qui devait le recevoir et elle m'a dit, bah, du coup, j'aurais pas le temps de le faire. Tu peux le faire gagner en concours. Elle avait pas le temps de le faire pour l'épisode et finalement, comme quoi, ça devait te revenir, Déborah. Tu auras le kit My Woolies puisque c'est toi qui as gagné. C'est très rigolo. En tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir participé et je vous dis à très bientôt pour le podcast. Et voilà, donc c'est plutôt rigolo. Ce kit devait vraiment finir chez Debo apparemment. Donc c'est Debo qui a remporté le kit, c'est sympa. Je vous dis un grand merci à toutes et à tous d'avoir participé. Merci à toutes les personnes sur Tipeee également. Vous retrouvez leur nom à la fin de chaque épisode. Merci beaucoup, beaucoup pour votre soutien. C'est très important pour le podcast. J'attends vos commentaires avec grande impatience et une petite pointe de stress. Je vous dis à très vite et bon crochet!